tout ça là, parce qu'on veut savoir de n'importe quelle manière, tout en imaginant même ce qui n'est pas dans sa tête. Et en faisant tout cela, on risque même de réveiller en lui un autre sentiment que lui n'avait pas. Et s'il avait, dans le fond, peur du pouvoir de Kinshasa, mais il va de plus en plus se rendre compte que c'est plutôt moi qui fais peur à ce régime-là. Parce que on tremblote devant quoi que ce soit, on commence à imaginer des choses. Mais Étienne Tshisekedi, pour ne même pas se répéter, parce que c'est connu de tous, mais je ne sais pas si les Congolais nous oublions forcément, ou bien c'est quoi. Nous sommes pendant la guerre. L'AFDEL chassé par Laurent Désiré, ils se convertissent en RCD. Ils occupent Kisangani, ils occupent l'Est, Goma et consorts. Mais Etienne Tshisekedi va dans ces territoires-là occupés par la rébellion et il va même jusqu'à Kigali, où il était parti signer les accords avec le RCD pour sauvegarder le dialogue. Ça a été signé à Kigali. Et il revient dans les territoires occupés, il passe même en revue les troupes de la rébellion. Il retourne ici à Kinshasa. Ça fait quoi? Mais pourquoi Kabila se disait qu'ils peuvent aller, mais qu'ils viennent ici me déboulonner moi? Et personne ne l'a foutu dehors. Donc je pense qu'il faudrait plutôt ne pas trop s'alarmer sur n'importe quoi. C'est au régime ou le tenant de titre de... Évidemment, il a l'intérêt de suivre ce que fait Joseph Kabila, mais tout en concevant aussi ses stratégies au cas où, comment il peut le contenir et l'amortir, point barre. Les participants aujourd'hui, quel poids représentent-ils? Est-ce qu'ont-ils aussi les mêmes valeurs? Je pense qu'il faut voir ça comme d'aucuns peuvent aussi le voir, que la bataille n'est qu'autour de deux personnalités, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Il faut que nous nous rappelions de notre histoire. Nous devons étudier l'histoire, il faut lire notre histoire. Les différentes crises en République démocratique du Congo, depuis 1960, 2002, Senko, ainsi de suite, ça se règle, conférence nationale souveraine, ça se règle toujours autour d'une table et on en discute. C'est comme ça. Ce n'est pas une faiblesse. Nous avons une manière de discuter de nos choses. On est des Congolais, on est des Africains. L'Africain discute où? L'Africain règle ses problèmes où? N'est-ce pas sous un arbre autour d'un dialogue? D'un palabre, comme merci pour le mot. C'est en palabrant qu'on arrive à trouver des solutions. Pour quel objectif on attend dialoguer dans ces pays et puis les semblants de stabilité que nous avons eu aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu la Senko. Oui. Les semblants de stabilité que nous avons eu, si aujourd'hui on parle de la Constitution, c'est parce qu'il y a eu Sun City. Ce sont des évidences indéniables. Ce sont des évidences. On ne perd rien. On ne perd rien en étant réglo et en discutant. Ça, je le dis. Il faudrait que chacun fasse tomber son ego pour que nous voyions devant la scène ce pays, la République démocratique du Congo. Le geste est doux, presque paternel. En séjour de travail à Kanyamaka CC, le commandant du service national inspecte les premières pousses de la saison. Ces jeunes épis qui murmurent la promesse d'une grande moisson. Je suis en train de regarder la levée de maïs. Très bonne levée. Je suis en train de voir aussi la population par hectare, m'assurer que le semoir a bien planté. Ah, il y a des ratés, on répond? Il n'y a pas de ratés. Si on a même un taux de germination de 95-98%, c'est déjà bon. Ici, 50 000 tonnes de maïs sont attendues cette saison et chaque plan compte. Le général le sait, la terre ne triche pas et il rend ce qu'on lui donne. Depuis 2019, ces sols fertiles n'ont cessé de se transformer et chaque récolte est un chapitre dans le projet du président Félix Antoine Tshisekedi. La capacité que j'ai ici, je peux aller jusqu'à 20 000 hectares. Je suis fier. Pour cette saison, vous comptez arriver à combien? On fait 10 000. L'année prochaine, 15 000. L'année qui va suivre, 20 000. Avec une estimation des récoltes de... Cette année, 50 000. L'année prochaine, 75. L'autre année qui va suivre, 100 000. 100 000 tonnes d'ici 2 ans. Mais Kasongo Kabwik ne compte pas s'arrêter là. À 65 km de Kanyamaka CC, le site agricole d'Nsakadi l'attend. Un ancien projet du ministère de l'Agriculture, devenu cimetière de machines, tracteurs cannibalisés, hangars éventrés, équipements rouillés, jamais utilisés, malgré des millions dépensés. Mais plutôt que d'accuser, Kasongo Kabwik répare. Ces remorques ici, jamais utilisées. Ces charrues, jamais utilisées.
Il y a des... Ouais, regardez tout ce matériel qui paraissent comme des mitrailles. C'est des équipements tout neufs, mais jamais utilisés. Ça devient comme de la mitraille. Il y a des millions de dollars ont été engloutis. Grâce à son plaidoyer, le chef de l'État a confié au service national la gestion de ces sites stratégiques avec ses 2000 hectares. Première mission réussie, réhabiliter les 65 km des routes qui mènent en Sakadi. Les initiés le savent, sans route, pas d'agriculture. Ici, nous sommes sur la nationale numéro 1. Cet endroit, on l'appelait rendez-vous. Les gens pouvaient faire un mois ici sans traverser. Nous sommes dans un terrain. Depuis la Deuxième République, c'était difficile de le faire. Oh, ça, non, on n'a aucun professeur. Hein? Non, non. Aucun ingénieur. On l'a fait. Comment vous faites pour relever avec brio autant de défis en général? Vous savez, la volonté, elle dépasse tout. Vous pouvez demander aux riverains, ils vont vous dire c'est quoi qu'on avait comme problème ici. C'était le point le plus chaud. Même les gens qui quittaient les Kassai ou les Katanga arrivaient ici, ils oubliaient. On peut faire un mois ici. Mais bon, la volonté qu'on a quand même de l'intelligence. On est quand même doté d'une certaine intelligence, non? L'intelligence, c'est qu'on l'a définit comme quoi? Comme la capacité de s'adapter à des situations nouvelles. Nous regardons, nous voyons les défis et à relever des défis, à résoudre des problèmes. Là, il fallait faire Franck, ici, on a fait combien? De là jusqu'à 50 camions. D'ici jusqu'à 100 camions. 100 camions. Les deux parties étaient plus. 150 camions ici. Moellons. Nous, on a compris qu'il fallait mettre des moellons parce que les moellons peuvent faire passer de l'eau. Mais au-dessus, on met la télé. Stabilisé. Simple. Et comme il attend une production intense, une minoterie et 3 vastes silos sont en cours de construction. Les ingénieurs chinois trouvés sur le site travaillent sans répit. Avec une production doublée à chaque saison, Kanyamaka CC dépasse des mirages. C'est le laboratoire d'un Congo qui veut nourrir ses enfants. Et tant que la sémence tombera entre les mains des hommes des devoirs, la moisson ne manquera jamais. Chez vous, un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joa Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joa Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, de Joa Place, votre nouveau chez vous. Dans le cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Et si vos élèves pouvaient apprendre autrement, en pleine nature, au parc de la vallée de l'Ancélé? Chaque visite scolaire devient une véritable aventure éducative. Safari découverte, jeux interactifs, leçons sur les développements durables. Entre émerveillement et apprentissage, vos élèves vivront des moments inoubliables. Et ce n'est pas tout. Découvrez l'école verte, un espace unique avec salle de classe, dortoir confortable et petit déjeuner inclus.
Ici, vos élèves peuvent dormir, étudier et s'imprégner pleinement de la nature dans un cadre sécurisé et pédagogique. Avec nos forfaits spéciaux écoles, profitez d'un package complet comprenant l'entrée au parc, le safari découverte, l'accès à la plaine de jeux, un menu buffet et bien plus encore. Et le meilleur, grâce à nos prix forfaitaires avantageux, vous offrez à vos élèves une expérience éducative unique et inoubliable. Le parc de la vallée de l'Incélé. Apprendre en s'amusant, c'est possible. Alors, n'attendez plus. Optez pour un forfait scolaire selon vos besoins et réservez dès aujourd'hui. Téléphone plus 243 89 603 27 13 plus 243 81 389 13 77. Contact WhatsApp plus 277 934 025 41. Totikala setseko ndenali puta na wax de maman Moseka Letoko Maka légende na 3.5 4.5 to 5.5 $. Signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de maman Moseka. Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver. Bienvenue à cette émission. Vous êtes bien dans Ligne Rouge qui va revenir sur des thématiques cruciales et substantielles pour l'avenir de notre pays. Quand l'extérieur nous regarde, est-ce qu'il nous prend au sérieux, il nous respecte ou il se moque de nous? Voilà pourquoi la responsabilité exige que nous puissions parler des thématiques peu abordées dans la sphère médiatique. En ce qui nous concerne aujourd'hui, il sera question de parler du bilan et à venir de la presse nationale, de la situation actuelle au chantier prioritaire. C'est une thématique factuelle et même prospective. L'objectif, c'est de dresser un état des lieux critiques avant de proposer des solutions. Bien entendu, et puis on parlera de la politique et société, une nation, une relation d'image qui reflète qui. Alors, on en parlera bien entendu. Vous faites bien de nous choisir, restez jusqu'à la fin car il y aura de quoi se mettre sous la dent et le menu est croustillant et le casting l'est aussi. Et de ce fait, on a bien pensé lancer notre invitation à Henri Chimbalanga, qui est un visage bien connu ici. Comment allez-vous? Je vais bien, merci beaucoup pour cette invitation, cette énième. Vous êtes évanoui dans la nature, hein? Non, mais il y a toujours des fois des aléas de la vie qui vous soumettent à certaines contraintes qui donnent lieu à une certaine indisponibilité. Sinon, on est là et on aime bien être là où on doit parler Congo. Et les thématiques choisies, qu'est-ce que cela vous inspire? Bon, c'est d'abord, vous savez, on est au départ journaliste. Alors, ce qui fait l'actualité, c'est pratiquement notre priorité et surtout que ça tient à la survie de la nation parce que nous sommes sur une période où soit ça passe ou ça casse. Ça dépendra de la manière où dans l'ensemble le citoyen congolais aborde ou réfléchit nation. Parce qu'il est vrai que nous pêchons un peu plus, nous, en tant que citoyens congolais. On a plus développé de s'attacher plutôt aux individus qu'à la nation et ça nous diminue nos capacités à réfléchir nation. Parce qu'au-delà de tout, moi j'ai toujours dit, si vous insultez une autorité ici, demain on vous ramasse. Donc, ils peuvent aussi, par la même voie, au lieu de venir ramasser les gens, mais ramasser les réflexions que ceux qui ont aussi le temps de passer sur différents médias, ils pondent. Et la responsabilité de la presse dans tout ça, c'est laquelle? Est-ce qu'on en comprend les enjeux?
Bon, notre presse fait face, il faut le dire aussi, à beaucoup de situations. Des fois, les journalistes sont aussi confrontés à la difficulté de survie quotidienne, parce que généralement, c'est un métier, il faut le dire, où les gens travaillent sans savoir ils seront payés ou pas, et ils travaillent quand même. La peur d'être beaucoup plus chômeur ou désœuvré sans travail, psychologiquement, ça peut même vous détruire. Imaginez-vous que dans le quartier, on vous voit depuis le matin, vous êtes là jusqu'au soir, chaque jour. Alors, c'est comme ça que on travaille en tant que journaliste et, bon, c'est souvent, il n'y a pas de retour. Et ça diminue, ça entame même l'objectivité. Et bien d'entre nous vont même outre la déontologie. Avec vous, on verra comment proposer des solutions. Bien avant, on fera un état des lieux critique sur cette question bien précise. Laissez-moi saluer aussi l'excellent Blaise Zaïnda, celui qui a tracé la voie et dont aujourd'hui plusieurs jeunes s'inspirent. Il n'est pas qu'une référence, c'est un coach pour plusieurs. Il faut savoir le reconnaître. Et c'est un visage, une figure prisée du petit écran, bon à l'oral comme à l'écrit. Ces reportages concis et précis ont donné goût à plusieurs jeunes d'embrasser le journalisme. Et c'est quelqu'un qui vous a avoué tout à l'heure dans le couloir, c'est pas moi. Et moi, je le reconnais. Comment allez-vous? Je vais bien. Je voudrais d'abord, je me sens très flatté par les mots que vous avez placés au niveau de mes oreilles. Je m'en sens très flatté. Et je dis merci à ceux qui pensent que je peux représenter un certain modèle pour essayer de faire avancer ce beau métier qu'est le journalisme. Et je profite de cette occasion pour saluer cette structure qui, depuis plusieurs années, abat un travail de titan. Jean-Pierre Kayembe, vous particulièrement, Gédéon. Je suis plutôt assez réservé vis-à-vis de mes passages dans différentes structures médiatiques. Pour quelle raison? C'est celle qu'a évoqué mon estimé confrère Chimbalanga ici. Donc, quand on passe, soit on est étiqueté de gauche ou de droite et tout ça, parce qu'au lieu que l'on regarde ce que l'on pose comme analyse, l'on regarde plutôt la personne qui pose cette analyse-là. Si, je voudrais bien voler sa jolie phrase, si les dirigeants venaient plutôt arrêter ou bien prendre ce que nous sortions de nos bouches, je pense que les choses iraient beaucoup plus positivement que nous les laissons maintenant. Et donc, je suis toujours très content d'être en face de quelqu'un qui fait du journalisme tel qu'on l'a appris au terme de 5 ans, passé à l'université, différentes formations reçues aussi bien ici qu'à l'étranger. Et nous savons, quand je vous suis, parce que nous suivons aussi les réseaux sociaux, on suit régulièrement les réseaux sociaux, il faut admettre que la télévision a baissé d'un cran par rapport à ce qui constituait son audimat. C'est plus les petits teasers et les émissions que vous faites sur les réseaux sociaux qui sont à notre portée, que nous saisissons et nous arrivons à faire le choix, à tamiser les bonnes émissions et les émissions qui, au terme de minutes passées, ne vous apportent pas grand-chose. Quand vous faites partie, vous, Gédéon, de ces journalistes qui, d'ici 5, 7, 10 ans, vous serez pratiquement des modèles pour plusieurs d'autres qui sont encore aux études. Merci beaucoup. Pour ceux qui ne le reconnaissent peut-être pas, il a vieilli dans la profession. Il a vieilli 20 ans. Au micro. 20 ans, c'est énorme. Blaise Zaïnda fait partie de la galaxie des talents de l'époque sur Digital Congo. Son temps, oui. Ouais. Merci beaucoup. Actuellement, il est directeur général de BM. Je suis coordonnateur de BM Télévision et coordonnateur de Terre Jaune Télévision. C'est BM Business and Market Television. C'est une chaîne. En journalisme, c'est plus l'anglais qui prime. Parce que bon, le promoteur a voulu faire primer l'anglais pour des besoins beaucoup plus économiques et financiers. Et vous avez aussi, ça c'est une télévision qui est exclusivement sur YouTube. Et vous avez aussi d'autre part Terre Jaune Télévision qui s'avère être retransmise sur TNT et BlueSat. Et voilà, et aussi sur différents canaux en ligne. Et on essaie un peu, ça fait un bon bout de temps que je suis là-bas, on essaie un peu de consolider quelque chose pour que les jeunes
puissent avoir le temps d'éclore et de montrer ce qu'ils ont dans leur ventre. La nouvelle génération arrive et veut à tout prix s'installer, mais vous aussi vous dites, on ne part pas de sitôt. Quelle est la motivation? Non, mais moi, je n'ai pas encore l'âge où il faille partir. Il ne faudrait pas me renvoyer à la retraite beaucoup plus tôt. Ce serait une retraite anticipée. Nous avons des modèles qu'on a suivis dans le média. On a été encadré par des modèles. Quand j'ai commencé les journalismes, c'était déjà le très grand temps de vieux comme le Kibambi Shintoa, le vieux comme le Moussé Média ou ainsi de suite. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne sont plus actifs. Ils sont toujours actifs sur le terrain. Et je pense que si nous n'avons pas eu à lire les Chimbalanga, les Achille Kadima, les Mike Mukeba, ils sont très nombreux, voir ce qu'ils avaient comme écriture journalistique, s'ils avaient arrêté tôt, on n'aurait pas eu de modèle. Il faudrait que nous continuions à travailler avec ces personnes, avoir des acquaintances avec ces personnes, pour que nous gardions ce qu'elles ont de bon et que nous puissions léguer à ceux qui sont en train de venir. Et c'est ainsi que va se pérenniser ce professionnalisme que nous voulons, en tout cas, être pérenne, parce qu'à l'allure où vont les choses, on est en train de dégringoler et ce n'est pas très bon pour notre profession. Et comment la transition se fait-elle? Vous qui avez pratiqué la télé autre-temps, face à l'avènement de nouvelles technologies de l'information et de la communication, aujourd'hui, vous qui représentez ce modèle pour plusieurs jeunes, vous exercez la profession avec quel outil? Vous vous adaptez ou vous êtes un peu réticent et vous laissez les autres peut-être voler la vedette? Non, il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Quand on ne s'adapte pas, on disparaît. Ce qui est une réalité indéniable, c'est que l'on est en train de vivre une révolution de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Pensez que tout le monde attend 20h30 ou 19h30 pour suivre le journal et attendre que vous ayez travaillé. C'est fini, ça, c'est fini. Hein, c'est fini. Si, je suis désolé de le dire, si les gens sont sur la RTNC, généralement c'est pour attendre s'il y a une ordonnance particulière ou quoi que ce soit. Mais les activités du président de la République, les activités au niveau de la cité, elles sont retransmises à la minute. Tout le monde est devenu journaliste grâce aux outils que vous avez énoncés tout à l'heure. Mais la grande différence doit se faire au niveau du traitement. Parce que tout le monde collecte les informations, ne les traite pas et diffuse directement. J'ai vu un monsieur en train de montrer un pillage, je ne sais pas. Encore faudrait-il que vous prouviez si c'est réellement un pillage, l'accident, quelle est la cause, tout ça. Mais la personne tire une conclusion et ça part comme ça. Tout le monde pourra dire que voilà, il a connu un accident parce qu'il était ivre, alors qu'il y a des journalistes qui doivent aller au niveau du traitement, savoir ce qu'il en est avant de diffuser. Donc, nous ne pouvons pas disparaître, et je ne pense pas qu'on va disparaître. Simplement, c'est arrivé à bouleverser notre monde et a promu des personnes peu scrupuleuses qui ne peuvent pas vraiment se prévaloir d'être des bons usagers de ce que nous avons comme métier, le journalisme. Et je crois que nous avons eu la chance d'avoir un ministre qui est un journaliste formé, professionnel, Patrick Mouya Katembo. Et il a donné une impulsion. Nous-mêmes, les journalistes, on s'est réunis sérieusement pour le congrès en 2024. Et le congrès de l'UNPC a dû travailler sur toutes ces questions. Le gouvernement est venu aussi en aide à ce que nous avions comme travail. Je l'ai dit parce que j'étais président de la commission de communication au niveau de ce congrès-là. Et nous attendons maintenant que ce que nous avons décidé soit mis en application, soit pratiqué. Déjà que nous avons une loi, là, c'est qu'on appelle la loi Mouya du 23 mars 2023, qui fixe les conditions pour être journaliste. Les conditions sont bien précises. Et si l'État, si nous, au niveau de l'UNPC, on accélérait les choses pour que la délivrance de la carte soit démise et que ne peut travailler comme journaliste que celui qui détient une carte de journaliste, ça nous aiderait à assainir un peu cet environnement qui devient malsain, qui devient ignoble et que je n'arrive pas à percevoir. Et j'ai des larmes aux yeux quand je vois des confrères tirer sur des aînés. Alors, on va parler de tout ça. Voilà. Je vous vois comment est-ce que vous cherchez les mots. Parce que vous voulez rester élégant face, même si vous êtes révulsé quand vous regardez certaines choses. En 30 secondes, faites-nous la différence entre un journaliste et un animateur. La différence, à quel niveau exactement? Oh, ben, elle est claire. Un journaliste, c'est celui, je parle sur pied de dispositions légales, c'est celui qui détient une expérience de 5 ans passée à l'université, dans une université de communication et de l'information. Et au terme de ces 5 ans, il a passé 2 ou 3 ans de stage dans une rédaction. Et à la sortie de cette procédure-là, c'est un journaliste et il exerce comme journaliste. Un animateur, c'est toute personne éprise de bonne volonté.
je l'ai dit comme ça, ou de mauvaise volonté, mais qui détient une certaine connaissance aussi bien en lingala, en kikongo, en swahili et tout ça, qui se permet de parler au terme d'une émission 30-45 minutes et raconter tout ce qui lui vient en tête. Et c'est celui-là l'animateur, c'est-à-dire celui qui exerce cette profession de traiter, collecter et diffuser les différentes informations sans pour autant détenir les prérequis ou les acquis qui doivent être d'application afin de prétendre parler au nom du journalisme. Allez, merci. On va vous revenir tout à l'heure. Henri Tchibalanga, vous êtes aussi, vous restez journaliste. Quelles sont les difficultés auxquelles la presse aujourd'hui est confrontée? Je crois que la presse est confrontée à, d'abord, l'une des grandes difficultés, c'est au niveau de son fonctionnement. La relation entre la presse et les éléments, c'est-à-dire comment on peut dire ça, et les journalistes. Parce que sans eux, mais la presse, c'est un concept vide. Ou disons, c'est un concept immatériel. Mais ce sont maintenant les personnes que l'on appelle journalistes, ainsi que tous ceux qui travaillent dans ce système-là. Il n'y a pas que les journalistes qui tiennent le micro, il y a les caméramans, il y a c'est-à-dire ceux qui font la technique. Les deux concourent à ce que quelqu'un puisse suivre un journal ou une émission. Et c'est ça qui fait la presse. Maintenant, les grandes difficultés, par exemple, ici chez nous, la presse d'abord n'est pas subventionnée, il faut le dire. Et c'est de là que tout part en termes de difficultés. Il y a des problèmes maintenant qui font que, deux fois, pour faire les rendus selon les normes, ça devient un sérieux problème. Comment il y a beaucoup d'organes de presse qui ne sont pas en mesure d'envoyer, parce qu'une rédaction doit fonctionner chaque jour. Tôt le matin, la première activité commence par ça. Ceux qui doivent venir en tant que journalistes, où chacun est obligé d'avoir au moins un sujet à amener à la rédaction pour le traitement. Ou à défaut, quand il y a des situations qui demandera à ce que la rédaction envoie des gens, des reporters sur le terrain, ils font comment si la rédaction en elle-même n'a pas les moyens de fonctionner? Ça devient très compliqué. Et d'où, quand on se rabat maintenant dans cette sorte d'affiliation à des personnalités, parce que nous parlons de la presse ici chez nous, eh bien, celle-là va vous imposer. Vous voyez, c'est déjà une difficulté où vous avez en tête ce que vous avez appris, ou sinon la déontologie, mais vous avez à côté celui maintenant qui fait que vous puissiez vous mettre en mouvement, aller à la recherche de l'information. Il vous impose. Mais les problèmes ne sont pas nouveaux, mais qu'est-ce qui fait que la presse, à une certaine époque, la presse faisait rêver, donnait goût par rapport, contrairement à aujourd'hui? Mais vous savez, il faut comprendre aussi l'évolution de la société. Vous voyez, à l'époque, vous avez par exemple, il n'y avait pas trop de concurrence. On avait la chaîne mère qui était comme l'unique au départ. Et quand vous voyez ce qui se passait là-bas, en réalité, il n'était pas bien. Vous trouvez la même veste qui est exposée là-bas, tous ceux qui viennent portent la même veste. Et il y a eu des conséquences dans la société. Les gens ont commencé à s'entretuer. Je sais que c'est Gédéon qui viendra après moi, parce que les journalistes n'avaient pas la possibilité d'acheter pour eux-mêmes 3, 4, 5 vestes. Mais ils s'amènent, il y a cette veste-là, je sais que c'est Gédéon qui vient après moi, je lui laisse un truc bizarre dedans. Et ça commence à créer des choses, des situations. Il y a eu des méfiances même entre les gens eux-mêmes, entre les journalistes eux-mêmes. Ça ne faisait pas bon, ce n'était pas d'abord hygiénique, il faut le dire, mais et vous trouvez quelqu'un qui est là, il vous présente le journal en costume, mais il a une culotte en dessous. Parce que les moyens ne suivaient pas, il faut le dire. Et maintenant, avec l'évolution aussi du monde, les journalistes maintenant ont été contraints d'être aussi, d'avoir certaines possibilités pour se faire valoir.
Et maintenant, les caprices de la société ont contraint aussi, ont influencé la presse, à vrai dire, dans une perte de valeur. Quand vous, à un certain moment, quand vous recevez un invité, ou vous allez peut-être sur une interview avec lui, mais s'il doit vous payer, il observe sur vous. Ce sont des tristes réalités. Il voit que vous avez ça, c'est quelle veste là? Cette veste, c'est 5 000 francs. C'est triste de le dire, mais ce sont des réalités. Il dit, celui-ci ne mérite que 5 000 francs pour son transport. Vous voyez? Et tout cela se répercute quand vous retournez. Parce que ceux qui sont dehors ne savent pas ce qui se passe derrière l'image que lui attend. Vous avez des techniciens qui sont là. Ils ont besoin du transport chaque jour. Quitter leur domicile, venir et rentrer. Et quand il rentre aussi, il va là-bas, comment il va passer la journée? S'il dort affamé, demain il vient comment? Il ne vient pas. Et tout ça là, la presse n'arrive pas à accéder aux moyens pour gérer leur propre ou assurer le fonctionnement. Ça pose des sérieux problèmes. Il lui fallu que l'État congolais, dans un premier temps, assure aussi cette subvention. La presse, ça pourra alléger nos tristes réalités. Allez, Blaise Zaïnda, votre regard critique sur cette situation, à partir de quand ou à partir de quelles décisions politiques, si je peux le dire, que tout a dégringolé ou tout s'est écroulé? Je crois que c'est parti du modèle économique de nos médias qui n'est pas top. Nous avons des médias, malheureusement, je ne cesse de le dire, c'est une réalité face à laquelle on doit être rationnel. Nos médias, pour la plupart, sont subventionnés par les acteurs politiques. Ce sont les hommes politiques qui entretiennent nos médias. Soit ça passe par des contrats au niveau de gouvernorat, soit ça passe par des contrats au niveau de certaines entreprises publiques qui, du reste, sont animées par des opérateurs nommés par les hommes politiques. Et quand vous mettez tout ça ensemble, vous vous rendez compte que vous êtes à la solde des politiques. Si ce n'est pas le politique, c'est un homme d'église. Effectivement, bon, moi je reste dans le politique parce que c'est eux qui sont directement liés à nos médias. Et je crois que le vrai problème, c'est celui où il est impérieux que nous trouvions des voies et moyens devant nous permettre de mettre en place des modèles économiques, médiatiques forts. Et pour ça, il faut qu'il y ait des personnes de manière déconsidérée ou tout à fait neutre qui peuvent mettre de l'argent dans le média. Si des personnes viennent avec énormément d'argent dans le média, les médias peuvent produire. Pas le média ancien modèle ou télévision, radio, tout simplement. Non, les médias en évolution avec les nouvelles technologies, l'information et la communication. C'est possible d'avoir des très grandes rédactions et c'est possible d'avoir des reporters sur place qui vous envoient des éléments. D'ailleurs, c'est beaucoup plus facile de le faire aujourd'hui parce qu'ils peuvent utiliser simplement Internet. Ils vous envoient des vidéos et vous diffusez à la minute au lieu d'attendre le soir. Et ce modèle économique-là doit être construit. S'il est construit, nous allons sortir de cette situation. Et je crois que cela ne pourrait arriver que si nous arrivons à nous démettre de ces mains politiques qui pèsent sur nous. Et là, nous allons abattre ce travail en tout professionnalisme, pas en toute neutralité, mais en toute objectivité. Parce qu'il y a une différence entre neutralité et l'objectivité. Et je crois que nous sommes, nous en tout cas, qui pensons croire en cet état de choses, les choses peuvent changer si nous nous mettons ensemble et réfléchissons de manière déconsidérée, loin des accointances politiques. Je le dis parce que je sais. Et la crédibilité du journaliste aujourd'hui, c'est laquelle? En décrépitude. Au sein de la société. En décrépitude, je crois que la crédibilité, se faire appeler journaliste aujourd'hui, c'est plus ou moins, excusez-moi de le dire, c'est honteux qu'on se fasse ramasser par des agriculteurs qui ont leur valeur, hein, les historiens, les économistes, les juristes. On se fait ramasser tous les jours parce que soit on laisse les métiers à ceux qui n'en ont pas qualité, ou soit on laisse les métiers à ceux qui disposent des qualités pour exercer ce métier-là, mais ont déjà un esprit assez plongé dans une sorte de fange financière considérable, et ça fait qu'on ne sait pas vraiment avoir l'honneur qui nous est dû. Je ne sais pas s'il fallait le rappeler, on a enterré une sommité du journalisme. Un père, notre
le vieux Malem Betamandiak, le professeur émérite, c'est lui qui a présenté le premier journal télévisé en 1966, c'est lui qui a créé le journal télévisé, la RTNC, en République démocratique du Congo, le tout premier journal. Et est-ce que vous vous imaginez ces types de personnes-là? Est-ce que vous imaginez les gens comme les Kibambi Chitois, vous imaginez les Moussé Mediawe, les Junior Oteto-Adjem, les Kassanga Nambenga? Nous, quand on voyait ces messieurs-là à la télévision, ces papas, ces tontons, on n'avait que faire du type de véhicule qu'ils conduisent. On n'en avait rien à foutre. Nous, ce qui était bon pour nous, c'était de voir qu'un monsieur traduit quelque chose qu'il a dû accumuler depuis la base à l'université. Et c'est un journaliste. On peut le présenter dans n'importe quelle chaîne au travers le monde. Et monsieur va travailler correctement. Aujourd'hui, comment doit faire le journaliste? Gédéon, c'est un monsieur qui doit avoir un véhicule SUV grosse cylindrée, les vêtements, je ne sais pas de quelle nature. Non, vous restez dans le métier. Restez dans le métier. Toutes ces personnes qui se prévalent être journalistes, qui sont incapables de faire des reportages de 1 minute 30 ou d'écrire des petits articles de 2 ou 3 paragraphes. Ce ne sont pas des journalistes qui peuvent servir des modèles pour ceux qui sont en train de venir. Parce que le métier devient facile. Il suffit de passer 45 minutes et parler, et en 45 minutes, soit vous tirez, excusez-moi de le dire, vous tirez sur Tshisekedi, vous tirez sur Kabila, ça vous donne beaucoup plus de visibilité et d'audimat. Mais quel est ce métier-là? Bon, c'est vrai, mais est-ce que vous êtes capable de faire un reportage d'1 minute 30 pour un événement qui s'est passé durant 4 heures et les résumer en 1 minute 30 pour que les téléspectateurs ou l'opinion puissent capter ce qui a été dit? Si c'est non, alors changez de métier. Et comment doit faire le journaliste dans un contexte où on lui vole presque la vedette par des influenceurs et des animateurs qui profitent peut-être des nouvelles sciences et de formation de la communication pour imposer leur tampon? À ce moment-là, le journaliste fait comment? Il doit travailler sur la qualité. Il doit travailler sur la qualité du travail qu'il abat. Il doit travailler sur la qualité des sujets qu'il aborde. C'est vrai qu'au départ, ce sera très difficile. Être dans une dynamique où on ne fait que produire des éléments rationnels et tout ça, pendant que d'autres sont à 207 millions, 8 millions de vues, vous êtes à 200, 300, 400. Continuez dans cette dynamique de rationalité. Et je vous l'ai dit, ça finit toujours par payer quand on est rationnel. Quand on est professionnel, on a le peu qui vous permet de survivre, de tenir pendant le début du mois, et ainsi de suite, vous allez commencer à croître et aller de l'avant. Il n'y a pas aussi joli métier que d'arriver au terme de la journée et de savoir, par exemple, si vous prenez de l'eau, vous prenez de l'eau, mais ceux qui prennent la bière, je ne dis pas que c'était moi, ceux qui prennent la bière, quand ils prennent leur bière le soir, après avoir abattu un travail professionnel, ça vous met vraiment du bon au niveau du cœur et vous vous sentez en totale liberté. Moi, quand je sors d'ici, je me promène à travers la ville, je n'ai aucune plainte ou aucune crainte d'avoir quelqu'un qui va me taper dessus. Non, parce que je n'ai jamais été dans les pôles discriminatoires ou je ne sais pas opposé à quoi que ce soit. Moi, je suis certainement et je suis de manière scintillée sur les faits et rien que le fait. C'est ce que j'ai appris à l'école. Merci beaucoup, Henri Tchimbalanga. Est-ce la société dans laquelle nous évoluons actuellement n'est-elle pas ou n'oblige pas le journaliste, par exemple, à adopter un certain comportement ou cet état, ou que ça justifie, on ne peut plus clair cet état de choses? Nous l'avions dit avec Blaise, peut-être dans des termes différents. Mais écoutez, c'est effectivement cette société qui est prise en otage par les politiques qui impose. Regardez, j'ai vu une image, mais quand vous essayez d'analyser, c'est un peu choquant. La porte-parole du président de la République, Tina Salama, parce que la vidéo a circulé. Aux États-Unis, à côté d'un monsieur qui insulte tout le monde, alors des immoralités. Mais c'était une bonne ambiance. Mais vous qui faites le journalisme tel que indiqué, on peut vous recevoir à ce niveau-là? Vous allez comprendre que tous les insulteurs ont l'embauche facile. Et ils sont payés. Il y a un autre qui a dit, il était reçu en France, il dit non, un des insulteurs, il dit que mais moi, Fachi c'est mon patron, il me paye pour ça. Il affirme même.
Et il dit même que je suis venu juste pour faire la rentrée scolaire de mes enfants. Avec quel métier? Il n'est ni journaliste, mais chaque jour, on lui a donné tout ce qu'il faut pour insulter. Et vous pensez maintenant, dans cet ordre d'idées-là, du fait qu'ils imposent. J'ai un ami, Roland Issou. À l'époque, nous étions en 2011 ou 2012, il me dit, mais tu sais, j'ai échoué d'être embauché chez DirecTV, chez Zachary. Il me dit, je vais te faire rire. Pourquoi? Quel a été le test? On lui pose la question, est-ce que Roland, au Koko Sala, Yassol, lui n'a pas réussi. Donc, on n'a pas tenu compte de ses qualités autres que faire ces histoires-là. Est-ce que dans quelle institution tu vas aller apprendre de faire ces histoires-là? Vous comprenez? Et il a échoué d'être embauché là-bas. Donc, le monde du Congo ici impose des antivaleurs dans ce métier. Et regardez, il y a une autre vidéo qui circule. Et en même temps, je dénonce ça. Ce n'est pas une bonne chose. On a des sérieux problèmes avec le pays, l'image à l'extérieur. Un journaliste, Yves Abdallah, parce qu'il a publié lui-même cette vidéo-là, avec le logo de la RTNC, parce qu'il est journaliste là-bas. Qu'est-ce qu'il dit? Tossi Tozui, je reprends ces mots. Le numéro de médecin de Nanga, le numéro de téléphone du médecin de Bissimwa. Toko Zouabino est en hôpital. Et vous pensez que c'est ça, un journaliste. Donc vous êtes en train de dire au monde entier... Le rôle du journaliste dans la société, c'est lequel? Mais c'est ça. C'est ça le rôle du journaliste ou... Non, mais écoutez... Il est à la frontière... Ça voudrait dire... De ce qui lui est vous êtes en train de dire au monde entier qu'on s'apprête maintenant, nous, Congo, d'assassiner ces gens-là parce que tous un numéro de téléphone à leur médecin, on va s'arranger avec eux. Dès que eux tomberaient malades, et sentir sans sanction. Mais c'est ça. Écoutez, maintenant, si toi tu veux aller avec ta science là, que tu as apprise, toutes les notions là, ta déontologie, ça ne passe pas. Et si vous n'êtes pas capable d'aller se pervertir aussi, eh bien, vous allez souffrir. Toi et moi, on n'aura pas les jeeps là dont fait allusion Blaise. Regardez tout ce qui se passe, comment beaucoup de journalistes qui étaient appréciés sont devenus bêtes. Et bête est peut-être le mot fort. Fort, oui, mais attention, il faut utiliser nous les mots parlons forts d'un mal sociétal. Vous savez que le journaliste est capable de faire avancer la société. Oui. C'est ça même son rôle, les 3 missions. Est-ce que vous savez que les événements qui ont concouru à ce que l'indépendance soit vite accordée, il y avait un éditorial signé par Mobutu qui était devenu éditorialiste au sein de l'armée. Mais Mobutu n'a pas fait une école du journalisme. C'était un Belge, le patron de son père, où son père était cuisinier, qui a appris à Mobutu. Sous d'autres cieux, qui l'a formé pour être un éditorialiste. Sous d'autres cieux, ce sont les journalistes, les artistes et les écrivains qui ont révolutionné la vie publique. Mais oui, maintenant nous, du fait que les politiques ont la main mise sur les journalistes, évidemment, on t'a foutu dehors. Vous comprenez? Donc, vous pouvez même nier même. Non, alors moi, je vais faire ce que vous voulez. Laissez-moi y aller parce qu'il se dit non, non, je ne peux pas donner mon argent à celui-ci. Je ne donne qu'aux journalistes qui acceptent ce que moi, j'attends d'eux. Donc, et non pas une information, mais plutôt ce que lui attend de toi. Si tu n'es pas d'accord, pas question, tu ne touches à rien. Et vous voyez maintenant, c'est ce qui fait que notre société congolaise, elle est tellement corrompue. Ce sont nos politiques qui ont tout foutu en moule depuis Mobutu et ça s'est empiré. Regardez Sakombi, ce qu'il avait fait. Un jour, il fait passer un documentaire. Comment on a assassiné Ceausescu en Roumanie. Mobutu suit ça à l'époque, la télé Zaïre. Mobutu l'appelle d'urgence. Mais comment tu as fait passer ça à la télévision? Les Zaïrois risquent de se révolter contre moi. Dans tous ces États. Oui. Alors Sakombi réfléchit, il va,
il invente cette histoire-là avant le journal. Mobutu descend des nuages comme un dieu. Mobutu, quand il voit ça, il appelle, mais voilà, tu dois faire ce genre de choses. Allez, Kamata, les sacs des histoires, prends. On ne compte même pas l'argent, on te donne en kilos. Et vous comprenez, il se dit, si je fais le travail qui m'est recommandé par le travail, la science, je n'ai rien, on va me rejeter. D'où vous versez maintenant dans tout ça. C'est ça la difficulté que nous avons. La société est déjà tellement corrompue qu'on a du mal, du fait que nous affrontons le vécu quotidien, on n'a que ça comme métier. Et maintenant, si tu veux y aller comme le dit Blaise, et ce qui est tout à fait noble au regard de ce métier, eh bien, tu vas tournoyer jusqu'à ce qu'on t'affaiblit, on te dit, Yaka Kotoyo, est-ce que tu prends d'abord et puis va, fais-moi quelque chose ou hein, vous m'encensez. Merci beaucoup. C'est ça. Cette thématique nous ramène à prendre l'autre thématique arrêtée. La politique et la société. Est-ce que ce constat glacial ne se limite qu'au métier de journaliste ou c'est presque le même constat à faire dans tous les domaines, dans tous les secteurs d'activité aujourd'hui? Est-ce à un certain moment, on doit donc s'arrêter à trop tirer sur les journalistes parce que peut-être la politique qui conditionne des choses. Comment faire dans ces cas et comment, justement, quelles solutions devons-nous préconiser pour sortir de cette situation? Vous avez donné la réponse tout à l'heure, hein, de manière peut-être voilée. Vous avez essayé de sortir en partie ce qui nous mine en ce moment. Je crois que la situation, elle est, de manière globale, elle est assez catastrophique. C'est dans tout le corps de métier que l'on sent qu'il y a cette régression intenable, qu'on doit quand même dénoncer. Il est temps de se relever. Il n'y a pas que de médecins, il y a les juristes, j'en entends, qui débitent des animosités, moi qui n'ai pas fait le droit. Il y a les économistes, ces jours-ci, j'en entends, qui débitent des animosités, moi qui n'ai pas fait l'économie. Ainsi de suite. C'est dans tout le domaine qu'il y a cette situation comment je peux dire, de souillure de nos corps de métier. Mais je pense que nous avons un problème de repères. Nous avons un sérieux problème de repères. Et quand on n'a pas de repères, on se perd. On se perd. J'ai toujours voulu m'approprier cette phrase que dit souvent M. Guillaume Madjolo. Il dit que chaque nation a des repères. Vous voyez, les dirigeants russes, pour la plupart, sont focus sur Ivan Ilin, par exemple. Chez les Espagnols, vous avez des Cervantes qui servent de modèle. Chez les Français, vous avez Molière. Chez les Anglais, vous avez Shakespeare. Même beaucoup plus loin. Hein? Alexandre le Grand, il avait qui comme modèle, comme philosophe ou quelqu'un qui pouvait, au travers de ses idées, l'aider à aller de l'avant? Il avait Aristote. Mais nous, on a qui? Voilà. Nous, on n'a personne. Pourtant, nous avons des personnes qui sont notables, qui sont des sommités dans ce monde scientifique. Les Yves Moudimbe. Yves Moudimbe, c'est une sommité qui nous a quittés il n'y a pas longtemps ici. Une grande sommité. Mais quel est cet acteur politique qui s'est déjà approprié l'idéologie d'Yves Moudimbe? Il n'y en a pas. Vous parlez des journalistes. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit. Des philosophes, des journalistes, des écrivains. Ça, c'est de l'art majeur. Ce sont ces personnes-là qui doivent dicter une nation. Vous voyez un ministre comme Jacques Lang en France. Ce n'est pas n'importe qui, c'est une intelligence. Mais qui nous avons comme acteurs devant décider sur la suite des événements? Je n'ai rien contre les musiciens, j'adore la musique comme pas possible. Mais la musique, c'est un art mineur par rapport à ce que vous venez d'énoncer beaucoup plus tôt. Mais l'art majeur qui doit nous diriger, quels sont, je parle à mon estimé confrère Tchimbalang, quels sont ces journalistes qui lisent les ouvrages? Qui sont où d'abord? Combien des Congolais passent leur temps à lire un livre, ne fût-ce qu'un livre par mois? Il n'y en a pas. Moi, je viens de me procurer tout récemment un ouvrage de Robert Greene, les 48 lois du pouvoir, que je vous recommande. Voilà, très bel ouvrage, où on décrit pratiquement le tout. Même le prince, le fameux prince de Machiavel. Ça peut, c'est dans toutes les bibliothèques ici, on peut en trouver. Mais qui le lit? C'est petit, mais c'est quand même costaud. Moi, je suis sidéré de constater qu'il est de ces journalistes qu'on appelle confrères. Et moi, je récuse des fois, quand je connais... la filiation de la personne, j'ai dit non, celui-là, c'est pas mon confrère, c'est un présentateur d'émission tout simplement, ou un animateur. Quand vous avez des journalistes qui ne savent pas
lire. C'est déjà un danger pour la société. Et il y en a beaucoup qui ne savent pas lire. Je dis, les ouvrages, il faut les lire. Quand tu ne les lis pas, tu n'es pas costaud. Tu n'es pas costaud. Mais bon, il y en a. Essayez de converser avec certains par SMS. Vous verrez ce qui est débité comme bêtise. C'est grave pour les journalistes. Alors, est-ce que nous allons rester dans cette situation? Non, on ne peut pas rester dans cette situation. Il faut se battre pour sortir de cette situation. Et là, l'État doit nous aider. Mais encore faudrait-il qu'au sein de cet État-là, au sein de ces gouvernements-là, qu'il y ait de ces personnes qui ont ce souci-là. Autant qu'il y a des personnes qui ne lisent pas dans le journalisme, autant qu'il y a beaucoup de politiciens qui ne lisent pas. Ça, je le dis. Il suffit de passer par la télévision, commencer à tirer à boulet rouge sur X ou Y. On est politicien, on est connu, on a de l'aura au niveau de l'opinion. Mais est-ce que cette personne-là a les capacités qui prévalent pour que l'on puisse diriger ou mener à bon port une nation? Je le disais, une petite parenthèse que je vais ouvrir. Je crois que nous étions en train de discuter avec quelqu'un il y a un bon bout de temps sur, je crois qu'elle avait nommé une personnalité quelque part. Moi, je lui dis, mais la personnalité n'a pas la carrure pour être à ces postes-là. Il me dit, non, mais il faut toujours essayer quelque part, elle apprendra à s'en sortir. Je lui dis, mais accepterais-tu que ton enfant, qui a fait des mauvais points à l'école, vienne à la maison, te le dise et qu'on te recommande un instituteur et que tu prennes quelqu'un qui n'a pas la capacité pour être instituteur pour ton enfant? Est-ce que tu l'accepterais? Il dit non. J'ai dit, alors, tu veux l'accepter pour la société, mais tu ne veux pas que cela soit fait pour ton seul enfant. Alors que la société, c'est pire que ce que peut représenter comme danger ton enfant. Donc, je pense que nous devons faire une vraie révolution. C'est poser les bonnes questions. Sinon, en allant comme ça, comme on dit en lingala, on va faire une vaudeville, qui boudiki. Au terme de tout ce que nous sommes en train de faire, notre société va toucher le fond et nous allons commencer à creuser ces fonds-là. Si on n'arrive pas à se relever, il est temps. Il faut aussi de temps en temps en parler. Oui, on parle de nous aujourd'hui, ça fait mal. Si les décideurs peuvent nous suivre au travers de cette émission et s'inspirer des idées qui sortent d'ici pour changer, révolutionner les secteurs, cela va nous arranger parce que le mal s'est métastasé aussi. Oui. Aujourd'hui, on parle du journalisme. Demain, on parlera peut-être d'un autre domaine. Et même dans la politique, il y en a pire actuellement. Allez, on va parler de la politique politicienne maintenant. Pendant quelques minutes, on va chuter en douceur. Conclave de Nairobi au Kenya, Joseph Kabila qui a réuni les acteurs de l'opposition. Les objectifs stratégiques restent pour l'heure inconnus du grand public. On attend le communiqué qui sera donné ou fait tout à l'heure, dans les heures qui viennent certainement. Nous allons y revenir avec force et détail, mais ceci ne nous empêche pas de commenter. Henri Tchimbalanga, vous avez certainement suivi l'actualité. Joseph Kabila aujourd'hui, est-il dans quelle démarche exactement en réunissant ses pairs de l'opposition? Il viserait quel objectif stratégique? Bien, Gédéon, je pense que le Congolais doit s'habituer aussi à beaucoup lire son histoire. Blaise l'a dit, nous ne lisons pas non seulement les Machiavel et les autres, mais notre propre histoire. Même pas l'histoire lointaine. Tous ici, nous avons vu comment Mobutu a fini, ou encore mieux, nous avons vécu Kabila debout jusqu'à aujourd'hui. Et si les Congolais s'exercent à lire souvent notre histoire, ce sera bien nos repères. Et on n'aura pas à chaque fois à avoir des chocs imaginaires. D'abord, ça me permet de dire qu'il n'y a rien de nouveau dans ce que la classe politique nous offre. Ce n'est pas la première fois qu'on assiste à ce que les opposants se réunissent en dehors du territoire national. On l'a vécu ici sous Étienne Tshisekedi, qui a réuni tous les opposants qui sont partis de Kinshasa. Ils sont allés à Genval, ils sont retournés à Kinshasa dans leur domicile. Est-ce que le contexte aujourd'hui est-il le même ou il s'y prête? Écoutez, généralement, on se trompe en voulant évoquer le contexte. L'objectif, c'est quoi? Tous les deux camps, l'objectif, c'est lui qui est au pouvoir. C'est
conserver le pouvoir. Ceux qui sont dans l'opposition, c'est conquérir le pouvoir. Voilà. Que viendraient faire les contextes? Ça, ce sont des mots pour juste manipuler, ainsi de suite. Parce que Etienne Tshisekedi n'était pas un moindre. Mais comment Joseph Kabila, qui voit tout ce monde-là aller vers un poids lourd, quelqu'un qui décrétait la ville morte, et ça s'exécutait sur toutes les 26 provinces, à l'époque 11 provinces. Mais Joseph Kabila, il laisse ces gens-là, ils vont, et ils reviennent, et personne n'est traqué. Du fait d'avoir été participé à cette réunion-là. Mais si aujourd'hui, on doit s'alarmer sur tout geste de Joseph Kabila, ce serait dans le fond une façon de lui faire comprendre, non seulement à lui bien sûr, et donner aussi à cette opinion interne, tout comme extérieure, qu'on a peur de lui. Parce que le pouvoir a réagi en qualifiant même cette réunion ou cette rencontre de l'opposition d'une messe noire. A-t-on peur de ce que pourrait être la réaction de Kabila, surtout après sa condamnation à la peine capitale? Mais c'est tout ça là, parce qu'on veut savoir de n'importe quelle manière, tout en imaginant même ce qui n'est pas dans sa tête. Et en faisant tout cela, on risque même de réveiller en lui un autre sentiment que lui n'avait pas. Et s'il avait, dans le fond, peur du pouvoir de Kinshasa, mais il va de plus en plus se rendre compte que c'est plutôt moi qui fais peur à ce régime-là. Parce que on tremblote devant quoi que ce soit, on commence à imaginer des choses. Mais Etienne Tshisekedi, pour ne même pas se répéter, parce que c'est connu de tous, mais je ne sais pas si les Congolais nous oublions forcément, ou bien c'est quoi. Nous sommes pendant la guerre. L'AFDEL chassé par Laurent Désiré, ils se convertissent en RCD. Ils occupent Kisangani, ils occupent l'Est, Goma et consorts. Mais Etienne Tshisekedi va dans ces territoires-là occupés par la rébellion et il va même jusqu'à Kigali, où il était parti signer les accords avec le RCD pour sauvegarder le dialogue. Ça a été signé à Kigali. Et il revient dans les territoires occupés, il passe même en revue les troupes de la rébellion. Il retourne ici à Kinshasa. Ça fait quoi? Mais pourquoi Kabila se disait qu'ils peuvent aller, mais qu'ils viennent ici me déboulonner moi? Et personne ne l'a foutu dehors. Donc je pense qu'il faudrait plutôt ne pas trop s'alarmer sur n'importe quoi. C'est au régime ou le tenant de titre de... Évidemment, il a l'intérêt de suivre ce que fait Joseph Kabila, mais tout en concevant aussi ses stratégies au cas où, comment il peut le contenir et l'amortir, point barre. Les participants aujourd'hui, quel poids représentent-ils? Est-ce qu'ont-ils aussi les mêmes valeurs? Je pense qu'il faut voir ça comme d'aucuns peuvent aussi le voir, que la bataille n'est qu'autour de deux personnalités, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Même autour de Félix Tshisekedi, il y a quoi? Ils sont là, qui représentent quoi dans l'opinion? Il n'y a personne. Il n'y a personne. C'est de même. Donc ce sont les deux là qui se font cette bataille politique. Et les autres ne sont que parce que... Il n'y a personne qui peut tout faire à lui seul. Il doit toujours se faire entourer. Ça revient au même. Ici à Kinshasa, on est avec vous. Quel est ce politicien-là dans l'Union sacrée qui peut sortir dans la rue et faire mouche? Personne. S'il peut obtenir une foule, c'est au nom de Félix Tshisekedi, dire que voilà, et puis il donne l'argent. Mais il y a quoi autour de lui? C'est vide. Tous ces gens-là, c'est vide. Donc, il faut comprendre que, moi je pense que le président de la République devrait beaucoup plus être réfléchi dans sa boîte que laisser les choses aller comme on le voit. Ces oies, ils doivent s'alarmer à la télévision, partout ailleurs. Oh non, il faut faire ça, il faut arrêter tout celui qui ira là-bas. Non, tout ça là, ça. Lui qui a tendu la main à son frère et partenaire Kagame.
À quand le fera-t-il avec l'opposition? Bon, moi, puisque vous en parlez, je vais dire ceci. Le président Félix Tshisekedi ne doit pas laisser s'installer la kakistocratie. Ça voudrait dire un pouvoir qui est exercé par des personnes médiocres, réputées même médiocres. Vous voyez, et les résultats en seront quoi? C'est de la médiocrité. Donc, pourquoi je dis ça? Comment comprendre que vous avez des gens que lui-même a révoqués sur ordonnance présidentielle? Même pas 2 semaines, il prend encore les mêmes personnes, les charger pour telle mission, on les voit dans les délégations. Mais quand vous révoquez quelqu'un sur ordonnance présidentielle, ça voudrait dire que vous avez reconnu la médiocrité en cette personne-là. Et quand vous lui donnez encore des responsabilités, même pas 6 mois plus tard, eh bien vous nous plongez dans la kakistocratie. Donc vous acceptez que vous soyez géré par des gens réputés médiocres. Donc on n'aura aucun bon résultat. Et ça va nous affaiblir. C'est pourquoi c'est toute une confusion. Quelque part, lui a dédié cette nation à Dieu, c'était public. Mais s'il faut aller dans ces recommandations-là, tu laisses ta maison, tu refuses d'arranger tes enfants qui se battent chaque jour, et tu penses que c'est mieux d'aller faire la paix avec le voisin qui vous dérange. Mais si ce voisin-là, il ne trouve que facilité, parce que quand même, ça fait 30 ans, les mêmes méthodes, les mêmes stratégies, les mêmes schémas, et il arrive toujours au même résultat. Pourquoi ne pas d'abord mettre de l'ordre dans ta maison? D'ailleurs, je vais lui rappeler, il avait tenu une séance de haute portée devant les compères de l'Union sacrée. C'était à son premier mandat. Il leur dit ceci, Félix Tshisekedi. Il dit, on va continuer à nous diviser. Et on va exploiter nos minéraux à travers des seigneurs de guerre. Pour que cela échoue, il faudrait que ces gens-là ne trouvent pas de répondants parmi nous. Mais pourquoi ne pas rappeler tout le monde, quelles qu'en soient les divergences, leur dire, écoutez, si nous, on ne se mettait pas d'accord, le problème c'est quoi? Il y en a qui vont lui dire, non, vous avez les intentions de vouloir rester éternellement au pouvoir. Non. Alors, je vous donne ma garantie. Fin mandat 2028. Il y a des problèmes qui vont se décanter. Kabila a fait ça, non? À travers la Cinco. C'est là où il a pris la ferme décision de ne plus se battre pour y aller au 3e mandat. Et on a chuté en douceur. Merci. Blaise Aïnda, vous allez terminer. L'absence de certaines figures de proue de l'opposition s'est fait remarquer. Est-elle lourde de conséquences? Cette rencontre, est-ce une messe noire ou une rencontre de républicains? Mais que dire après cet excellent argumentaire qu'a présenté mon confrère Chimbalang? Il a tout dit. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, on a déjà vécu ça. L'opposition, c'est même l'oxygène de cette démocratie-là. Il faut que l'opposition existe pour que nous ayons un contrepoids et que les choses puissent s'améliorer au niveau de notre pays, la République démocratique du Congo. Donc, ne pas voir cela de mauvais œil. Ce sont des Congolais qui se sont réunis, qui ont le droit de se réunir et émettre des avis sur la marche de leur pays. Et à moins que cela se tienne dans les dispositions constitutionnelles. Parce que la boussole que la population a mise à notre disposition, mis à la disposition des acteurs politiques pour que les choses soient faites à son profit, c'est la Constitution et rien que la Constitution. Est-ce que c'est déjà dans les limites constitutionnelles quand on sait que Kabila est condamné à mort, il est accusé de soutenir, d'être le maître à penser de l'AFC M23 Et nous évoquons, on peut peut-être aller beaucoup plus loin, hein, si on entre dans les dispositions constitutionnelles, on aura beaucoup de choses à dire et là il faudrait qu'il y ait des constitutionnalistes qui viennent pour que nous puissions avoir des éclairages beaucoup plus à force influence ou comme j'ai dit fuseau. Alors ce qu'il faut c'est quoi? C'est qu'il faut que nous nous rappelions de notre histoire. Nous devons étudier l'histoire, il faut lire notre histoire. Les différentes crises en République démocratique du Congo depuis 1960, 2002, Senko, ainsi de suite. Ça se règle, conférence nationale souveraine, ça se règle toujours autour d'une table et on en discute. C'est comme ça. Ce n'est pas une faiblesse. Nous avons une manière de discuter de nos choses. On est des Congolais, on est des Africains. L'Africain discute où? L'Africain règle ses problèmes où? N'est-ce pas autour, sous un arbre, autour d'un dialogue?
d'un palabre, comme merci pour le mot. C'est un palabre qu'on arrive à trouver. Pour quel objectif on attend dialoguer dans ces pays et puis les semblants de stabilité que nous avons eu aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu la Senco. Oui. Les semblants de stabilité que nous avons eu, si aujourd'hui on parle de la Constitution, c'est parce qu'il y a eu Sun City. Ce sont des évidences indéniables. Ce sont des évidences. On ne perd rien. On ne perd rien en étant réglo et en discutant. Ça, je le dis. Il faudrait que chacun fasse tomber son ego pour que nous voyions devant la scène ce pays, la République démocratique du Congo. Puisque vous parlez du Rwanda, moi je vais le citer, je suis d'ailleurs originaire d'une province voisine au Rwanda et nos peuples se battent avec les Rwandais depuis des années immémoriales. Mais si nous arrivons à tenir vis-à-vis des Rwandais, du moins je parle de la population de l'Est du pays, c'est simplement parce que nous avons adopté les mêmes attitudes que le Rwandais. Soyons sérieux, disons-nous la vérité, soyons sérieux, voulais-je dire. Au niveau de la conduite, au niveau de l'éthique, au niveau de la déontologie. C'est deux choses différentes entre nous, certains de nos acteurs politiques et les acteurs politiques du Rwanda, certains de nos dirigeants et les dirigeants du Rwanda. C'est deux choses différentes. Ça, c'est une évidence. Tant que le Rwanda n'aura comme voisin que la République démocratique du Congo, et c'est jusqu'à la fin du monde. Et pour que nous puissions avoir un traitement correct vis-à-vis du Rwanda, que nous puissions nous respecter, il faudrait aussi que nous nous fassions respecter, comme l'a dit Tshimbalanga. Il faudrait aussi que nous ayons une éthique, que nous ayons une déontologie. Mais quand vous voyez les nombres d'actes que nous posons qui sont malencontreux, qui n'aident pas la cité à avancer, c'est difficile qu'on gagne cette guerre. Aujourd'hui, Kabila, même 10 milliards, ce sera difficile de gagner cette guerre. Kabila qui est dans le jeu, avant son départ de la magistrature, dans le jeu qui se joue, permettez-moi la tautologie, avant son départ du pouvoir, il dit, je vous dis, au revoir. Et non adieu. Aujourd'hui... C'était dans un sommet au niveau de la SADC. Ouais. Kabila aurait-il l'intention de revenir au pouvoir? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il a l'intention de revenir au pouvoir. Je ne suis pas son porte-parole. Je ne suis pas dans son sérail. Je sais tout simplement que, en ce moment précis, nous avons un chef de l'État qui a été proclamé par la CENI et entériné par la Cour constitutionnelle, qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi, deuxième mandat qui va à son terme en 2028. Et que moi, comme républicain, comme citoyen, je me dis que 2028, nous aurons des candidats qui vont se battre certainement pour essayer de succéder à Félix Antoine Tshisekedi, notre chef de l'État. Et nous pensons que, bon, les jeux est ouvert. Faudrait-il encore que nous arrivions à bon terme en 2028, et cela nécessite que cela se fasse dans un climat apaisé. Sinon, ce sera une situation ingérable. Parce que nous sommes en train de vivre une situation ingérable. On le dit, nous sommes à Kinshasa, moi je peux sortir après, je vais prendre peut-être un taxi pour rentrer à la maison, mais il est de ces personnes qui ne sont pas dans cette sécurité qui m'est bénéficiaire, ou bien qui m'est profitable en ce moment. Nous avons des familles entières qui se trouvent dans l'Est du pays, qui se trouvent à Munagal, et ainsi de suite, qui ne sont pas dans les mêmes dispositions d'esprit. Je ne sais pas envoyer de l'argent par virement bancaire à un frère ou à une sœur. C'est un problème sérieux. C'est un problème sérieux. Moi, j'aime bien aller à Goma, j'aime bien aller à Bukavu, mais je ne peux pas aller chez moi. J'aime bien peut-être voir, il y a des liaisons directes entre Lodja et Goma, par exemple. Les gens ne savent pas. C'est vraiment des liaisons, il y a des affinités assez considérables qui ne se font plus. C'est un problème. Pour que ce pays marche, il faut que nous nous regardions droit dans les yeux et qu'on puisse se dire certaines vérités. Et le fait de se regarder droit dans les yeux, régler ces problèmes ici, avec les Congolais d'abord, et puis avec les étrangers, ce sera une force. Et ainsi, on pourra voir comment est-ce que le pays peut aller de l'avant. Vous parlez du climat de paix. Sur quoi aujourd'hui devons-nous fonder nos espoirs? Parce que le président a fermé la porte du dialogue aux émissaires des agresseurs. Et quand il parle des agresseurs, moi je me dis, les a-t-il clairement identifiés? Parce que le seul agresseur qu'on nous présente actuellement, c'est le Rwanda. À moins que ceux qui parlent de troupes, des hommes qu'on envoie sur notre sol pour écumer les richesses à foison dont dispose la RDC. Aujourd'hui, Washington patine. C'est vrai, à Doha, on a signé les mécanismes de vérification, c'est le fait quelque chose du genre. Dialogue à l'interne. On ne sait pas à quand cela sera organisé. À quoi on s'en tient pour sortir de l'auberge? Je crois que pour sortir de l'auberge, je ne suis pas trop... Là, je parle comme citoyen. Ça n'engage nullement les fonctions que j'occupe avec telle ou telle autre structure. Je parle comme citoyen. Je crois que la vraie solution à notre problème ici en République démocratique du Congo réside ici chez nous et on doit régler les problèmes
comme des Africains, comme des Congolais, en palabrant, en discutant entre nous, en nous disant la vérité. On peut bien se blesser en... Pendant que les territoires sont encore occupés. Je le dis parce que quand on parle d'entre Congolais, y compris ceux qui occupent nos territoires, il y a des Congolais qui occupent nos territoires. C'est une évidence, non? Vous n'allez pas me dire qu'Anyuka n'est pas Congolais, par exemple. Il est, non? Vous ne répondez pas à la question. Vous prenez la réponse d'Elie Sesanga, il est sous le feu de l'arabe. Non, non, ça c'est une évidence. Il a parlé des Congolais plutôt de rebelles. Nous sommes des journalistes, on doit se dire certaines vérités. Il est rebelle congolais, si vous voulez qu'on le dise ainsi. Ok, il est rebelle congolais. Il faut qu'on se dise la vérité comme journaliste. Si on ne se dit pas la vérité, on est en train de détruire. Moi j'ai 5 enfants. On est en train de détruire ce que nous avons comme génération à venir. Si on doit commencer à se cacher des vérités, parce qu'il ne faudrait pas blesser telle ou telle autre sensibilité. Nous devons parler, se mettre autour d'une table. D'ailleurs, ce que j'ai dit, ce n'est pas nouveau, parce que qui sont à Doha? Ce sont les Congolais, non? Ceux qui sont du côté du gouvernement et ceux qui sont du côté des villes, des entités qui sont occupées. Ils se retrouvent à Doha, c'est entre Congolais. Quand vous parlez du mécanisme de vérification conjointe, voulais-je dire, passez-moi le mot, ce sont les Congolais qui sont à Doha. À Washington, c'est 2 pays. Mais ici, à Doha, c'est entre le gouvernement et le M23. Et nous pensons qu'il est impérieux que toutes les sensibilités, toutes ces forces qui semblent être crispées, ainsi de suite, se mettent autour d'une table pour parler de la situation de ce pays. Regardez vos enfants. Ne regardez pas ce que vous êtes en train de vivre comme avantage maintenant. Regardez plutôt vos enfants et quel est le pays que vous allez laisser à ces enfants. Allez, merci. On est arrivé à la fin. J'aurais bien aimé continuer. C'était un plaisir. Timbalanga, 30 secondes pour conclure. Je crois que le président de la République ne doit pas prêter flanc à une image controversée. Pourquoi je le dis? D'abord à Doha, qu'est-ce qu'ils ont signé? Ils ont même dit que cette signature d'hier ouvre la voie sur les discussions qui devront porter même sur les causes profondes. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Alors, cause profonde, les discussions avec qui? C'est pour dire que le président, en ce moment ici, il doit faire l'économie de la parole. Il jure autrement, mais là-bas, il autorise. Si tout membre, je l'ai déjà dit ici, c'est le haut représentant de Félix Tshisekedi. C'est-à-dire, c'est lui qui signe là-bas, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Le gouvernement n'est pas représenté. Mais c'est lui qui dirige, c'est le haut représentant. Il n'est pas membre du gouvernement, qu'on se le dise. Et maintenant, ils ont signé tout cela. Suivez même les reportages, lisez même, parcourez même les textes. Donc, ici, là-bas en Belgique, il jure que, pas question, mais là-bas, il signe après lui. Après la déclaration de Belgique, là-bas, il signe pour que ça soit discuté sur les causes profondes. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Vous comprenez? Donc, il y a incohérence. Il y a incohérence. Maintenant, les causes profondes, là, vous savez ce que ça voudrait dire. Et il parle même de ce dialogue-là inclusif, tel que Maxime Prévost, le Belge, l'a dit. Et maintenant, ces termes-là sont même dans la bouche de Boulos. Nous a rappelé il y a pas longtemps. Et le danger, c'est que le président risque maintenant de se révéler comme être le problème. Comment vous acceptez vous tendez la main publiquement à Kagame, à la grande surprise même de la Belgique? Vous savez que dans cette histoire de la RDC, la Belgique avait commencé à battre campagne au niveau de l'Union européenne pour appliquer les sanctions. Et Kagame s'était pris avec la Belgique. Et quand vous les surprenez, qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Ah bon, donc nous, on s'est ralliés derrière lui pour se tirailler avec Kagame, mais lui, il nous surprend. C'est comme ça, dans la foulée, la Belgique brandit des menaces contre la RDC. Oui, tout à fait. Mobutu avait connu ce sort-là. Quand Mobutu déclare qu'entre un ami et un frère, le choix est clair, il avait choisi de soutenir l'Égypte au détriment d'Israël. Mais Mobutu avait été surpris de constater que l'Égypte est allée se réconcilier avec Israël. Mobutu s'était vu isolé. Il était maintenant obligé de retourner là-bas. Merci. Blaise Aïnda, votre dernier mot. À ce moment, quelle attitude devons-nous avoir? Les valeurs que nous devons cultiver pour arriver à cette paix qui est à quelques encablures, pour paraphraser les chefs de l'État? Nous devons cultiver des valeurs de résilience, de concentration, de civisme et de citoyenneté.
Ce sont les valeurs qui doivent être mises en exergue. Et justement, pour paraphraser un tout petit peu ce que mon estimé confrère, mon excellent confrère Chimbalanga a dit, Kagame s'est rendu aussi à Bruxelles, n'est-ce pas? Pendant que le Rwanda et la Belgique ont rompu leurs relations diplomatiques, les ambassades ne fonctionnent même plus. Est-ce que vous imaginez ce que vous êtes en train de peser, ce qui se passe? Le discours que nous tenions, il était bon parce qu'il était appuyé par des forces étrangères qui nous appuyaient, ainsi de suite. Mais maintenant, ces forces étrangères-là qui venaient en appui commencent à adopter un autre langage. Il ne faudrait pas que nous soyons seuls dans ces combats. Il faut que nous nous adaptions à cette révolution sémantique qui intervient au niveau de la gestion de ces conflits-là pour qu'au profit, ou plutôt au finish, que nous puissions en être bénéficiaires. Et ce, en demeurant disciplinés, en étant des personnes qui doivent promouvoir l'éthique, la déontologie et la citoyenneté. Allez, merci beaucoup. C'était un excellent moment passé avec vous. Merci à vous, Henri Chimbalanga, d'être passé. Merci Blaise Zaïnda, passez de temps en temps. Quand vous m'inviterez, si le temps vous le permet, pour cogiter sur l'avenir du pays. Merci à vous tous qui nous avez regardé. Si vous avez aimé, eh bien, dites merci à toute l'équipe qui m'a permis d'arriver chez vous. Et puis, soutenez-nous, partagez nos liens, commentez, aimez. Et voilà. C'est ainsi que vous réussirez à nous donner de la force à pouvoir continuer, malgré les temps. Merci. À tout à l'heure.